22 février 2020, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim s'arrête de tourner. 24 février 2022, la guerre en Ukraine éclate. En 2 ans, quasiment jour pour jour, le monde a radicalement changé et avec lui, notre vision du nucléaire. Ces dernières années, l'énergie atomique revient au centre du jeu, mais en France, les erreurs du passé ressurgissent et les technologies du futur se précisent. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Défis Atomiques, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, une relance sans étincelle. Cette puissance nucléaire est le fond de l'activité de demain. Une crise nucléaire. L'abandon de Superphénix. La centrale de Fessenheim sera fermée. L'EPR de Flamanville est entré en production. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Casquette orange sur la tête et lunettes de sécurité sur le nez, en ce début d'année 2025, Emmanuel Macron visite une usine dans le nord de la France, plus précisément à Maubeuge. Le président de la République vient faire un bilan de 2 pactes signés en 2018 et 2021 pour réindustrialiser le territoire. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. Le chef de l'État est dans une usine Framatome spécialisée dans l'entretien du matériel nucléaire. Après une déambulation, il s'adresse aux employés du groupe. La filière nucléaire française, il y a 10 ans, on l'a pensé, beaucoup de gens pensaient qu'elle allait tomber. Elle a été restructurée, réparée, mais surtout, vous avez collectivement réussi à la remonter, et de ça, je vous en remercie profondément. Le nucléaire a de l'avenir. On a un programme nucléaire français qui nous permet d'aller de l'avant. Vive Framatome, vive la République et vive la France. La renaissance du nucléaire français, voilà ce qu'Emmanuel Macron est venu vanter. Il fait alors référence au plan de relance annoncé en février 2022 à Belfort, alors que l'avenir de l'atome en France semblait incertain. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Reprendre le contrôle de notre destin énergétique, ce n'est pas seulement ne plus dépendre des importations d'énergie fossile, c'est aussi maîtriser sur notre sol les savoir-faire indispensables et disposer des éléments critiques pour la production d'énergie nucléaire. Voilà maintenant 3 ans que la filière se réorganise, qu'elle embauche, qu'elle construit, mais dans le même temps, les difficultés s'accumulent. Trop chère, trop lente, pas assez planifiée, la relance du nucléaire français ne semble pas tenir toutes ses promesses. Pour nous expliquer où en est la relance du nucléaire annoncée par Emmanuel Macron, je reçois à nouveau Sébastien Julian, rédacteur en chef adjoint du service climat de l'Express et spécialiste du nucléaire. Bonjour Sébastien. Bonjour Charlotte. Sébastien, on l'a dit en introduction, la relance du nucléaire français, c'est surtout la construction de 6 nouveaux EPR et ces nouveaux réacteurs nucléaires ont récemment fait l'objet d'un rapport de la Cour des comptes. Quelles en sont les conclusions ? Il n'est pas très rassurant pour la relance. La Cour des comptes dit clairement que la filière n'est pas prête. C'est un rapport qui s'interroge aussi beaucoup sur la rentabilité des EPR. Donc, pour rappel, ce sont des réacteurs de 3e génération, censés être plus puissants, durer plus longtemps, être plus sûrs. Et tu dois te souvenir de l'EPR de Flamanville, connecté au réseau l'année dernière, avec 12 ans de retard et d'importants surcoûts. Jour J pour la nouvelle ère de l'électricité nucléaire en France. C'est l'EPR Noël qui est arrivé avant l'heure. Après 17 années de travaux et 12 ans de retard, l'EPR de Flamanville, réacteur nucléaire de nouvelle génération, a été raccordé au réseau électrique national. Le devis initial était de 3,3 milliards d'euros. La Cour des comptes a estimé qu'on était au final à 23,7 milliards d'euros en 2023 en prenant en compte l'inflation. Alors c'est sûr, en se basant sur ce dépassement, la Cour des comptes prévoit une rentabilité médiocre pour les futurs EPR. Ça c'est une estimation, mais est-ce que la Cour des comptes a raison ? Alors ces travaux sont très contestés par les pro-nucléaires. Et puis, c'est vrai que c'est une question difficile. On n'a pas encore tous les détails sur le design, sur le financement des futurs EPR.
La Cour des comptes avoue d'ailleurs qu'EDF a refusé de manière délibérée et persistante, je cite ces mots, de lui communiquer des informations sur la rentabilité et le coût de production prévisionnel de Flamanville et des nouveaux EPR. Donc la Cour des comptes, en fait, a fait ses choix, ses calculs. Elle ne croit pas trop aux synergies possibles entre le programme national de nouveaux EPR et les chantiers internationaux récents comme Hinkley Point C en Angleterre. Donc tout ça pose beaucoup de questions. Le dernier chiffrage qu'on a de la part d'EDF, c'est un coût pour les 6 premiers EPR de 67,4 milliards. Et donc déjà, c'est une facture qui a augmenté de 30% par rapport à l'estimation précédente. Et beaucoup d'experts s'attendent à ce que la facture finale soit encore beaucoup plus élevée. Et est-ce que l'État va pouvoir trouver tout cet argent alors que depuis la rentrée, on parle beaucoup d'endettement et d'économie budgétaire ? Alors, ceux qui défendent l'industrie nucléaire te diront que c'est un choix politique, que les recettes budgétaires de l'État dépassent 300 milliards d'euros par an, donc c'est théoriquement faisable de financer, mais tu as raison de signaler, il y a un vrai problème, l'État est endetté, EDF aussi est endetté, et en plus, l'État n'a pas confiance dans la capacité d'EDF à maîtriser les coûts. Et c'est logique, après le gros dépassement de Flamanville. Alors, il y a quand même une relance qui se met en place, le tissu industriel s'organise, il y a des investissements, des recrutements, et on part de loin parce que beaucoup de compétences ont été perdues. Mais on manque vraiment de marge de manœuvre budgétaire et c'est en partie à cause des erreurs du passé. Quelles erreurs ? Alors je pense notamment à l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ça, je m'en souviens, l'Arenh, on en a déjà parlé dans la loupe. La définition est juste ici, dans notre armoire à archives. En gros, depuis 2011, il y a une loi qui oblige EDF finalement à vendre une partie de sa production nucléaire à ses concurrents, donc aux fournisseurs alternatifs, Eni, Direct Energy et autres, au prix fixe et inchangé de 42 € par mégawattheure. Ce dispositif, il a été créé à la base finalement pour développer la concurrence sur les marchés de l'électricité. EDF estime qu'elle a vendu moins cher que son coût de production et ce dispositif lui a donc fait perdre de l'argent dont on aurait bien besoin aujourd'hui. D'abord parce qu'il faut financer la construction des nouveaux EPR, mais pas seulement, il faut aussi financer les anciens réacteurs, les prolonger, les mettre aux normes. Au passage, on a aussi un réseau électrique qui vieillit et qui doit être renouvelé. Mais bon, ça, c'est pour RTE. Et tout ça, c'est l'erreur numéro 1, en fait, ne pas avoir gardé des marges de manœuvre financières pour financer le futur. Et l'erreur numéro 2, c'est d'avoir une relance trop centrée sur les gros réacteurs, notamment parce qu'EDF a essuyé récemment un revers embarrassant avec ses petits réacteurs, les SMR. Les SMR, c'est une autre définition que j'ai de côté, et c'était d'ailleurs toi qui nous en avais parlé dans un précédent épisode. Ce sont des centrales nucléaires de poche, en fait. Donc, sur un plan technologique, ça ressemble beaucoup à nos gros réacteurs actuels. Le combustible, c'est le même. Le système de refroidissement, c'est le même. Par contre, en fait, ce qui change, c'est la façon dont on va construire ces réacteurs. Donc, au lieu d'édifier petit à petit le réacteur sur un même site, on va monter, en fait, les éléments en usine. Donc ça, effectivement, c'est complètement nouveau. Et donc, en France, il y a des projets de SMR qui avancent. Oui, mais pas celui qui devait servir de vitrine à la filière, celui d'EDF, baptisé Neward. En 2019, EDF s'est lancé dans la course au SMR avec beaucoup d'enthousiasme. Au début, c'était un projet prometteur. Ce petit SMR français devait défier les réacteurs américains. Et puis, l'été dernier, patatras, EDF annonce qu'ils doivent repartir sur de nouvelles bases. Et comme souvent en France, on a voulu faire trop compliqué, trop cher. On a manqué de pragmatisme. On s'est rendu compte un peu tard qu'on allait être trop cher par rapport à la concurrence. Résultat, on a perdu 3 ou 4 ans de développement. Le projet n'est pas mort. EDF espère encore mettre en service un premier modèle en 2030 en utilisant cette fois-ci des briques de technologie déjà disponibles sur étagère. Mais on a raté là une occasion importante. Et je suppose que pendant ce temps, comme avec les RNR dont on a parlé hier, les autres pays avancent sur les SMR. Oui, la Chine, les États-Unis devraient livrer leur premier modèle de SMR vers 2030. Mais le tableau n'est pas complètement noir, Charlotte, je te rassure. Alors d'abord parce que NuScale, concurrent américain direct de Neward, a lui aussi connu quelques difficultés sur la période récente. Et puis sur les SMR, il y a aussi des start-up françaises. On en parlait hier, les start-up n'ont pas
les mêmes moyens qu'un groupe comme EDF, mais l'une d'entre elles, qui s'appelle Calogena, semble bien avancée sur un projet qui sort de l'ordinaire. Tu nous expliques ce que c'est ce projet ? Oui, Calogena prévoit de nous chauffer grâce au nucléaire, grâce à un petit réacteur. Alors c'est un projet plutôt intelligent, il n'y a pas besoin de créer un nouveau combustible, donc pas besoin de nouvelles filières. Par rapport à la production d'électricité, le développement est plus simple, donc tout ça fait gagner beaucoup d'années pour le développement, pour les certifications par rapport à d'autres projets. Et puis Calogena espère devenir un champion mondial parce que sur ce marché, il y a très peu de concurrence. Donc c'est très bien un champion français, mais par contre, l'objectif de Calogena est de produire du chauffage pour les villes. Cela ne fournira pas de l'énergie pour l'ensemble du pays. Malgré quelques lueurs d'espoir, les incertitudes sur le financement de la relance du nucléaire inquiètent les experts, mais il y a une autre source d'énergie qui doit nous aider à décarboner notre pays, le renouvelable. Alors comment l'État prévoit-il de concilier les deux ? Est arrivée l'idée que de plus en plus que c'était pas une solution non plus durable. Les autorités allemandes, pour des raisons à la fois idéologiques, économiques et de compétitivité, ont décidé de miser sur les énergies renouvelables. Il y a quelques semaines, nous avons consacré une série à l'Allemagne et dans l'un des épisodes, on évoquait la politique climatique allemande avec Éric-André Martin, ancien diplomate et spécialiste du pays. Vous venez de l'entendre, pendant longtemps, nos voisins ont donc décidé de privilégier le renouvelable par rapport au nucléaire. Sébastien, en France, on a fait un choix différent. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus de nucléaire dans notre mix électrique. En 2023, on était à peu près à 65%. Donc de l'électricité produite d'origine nucléaire, contre 28% pour les énergies renouvelables. Mais bon, on n'a pas du tout renoncé au développement des énergies renouvelables. Au contraire, leur production a augmenté de 85% depuis 2005. Et donc, en fait, la ligne de la France actuellement, c'est plus d'énergie renouvelable tout en maintenant et même en relançant le nucléaire. Ce n'est pas impossible, mais par contre, il va falloir coordonner ces deux sources d'énergie et ce n'est pas simple. Coordonner les deux, c'est-à-dire ? Tu te rappelles, Charlotte, l'électricité, il faut toujours que l'offre soit égale à la demande. Donc aujourd'hui, on donne la priorité à l'énergie verte au niveau de l'offre et ensuite vient le nucléaire. En gros, si un jour les panneaux solaires, les éoliennes peuvent nous fournir toute l'énergie dont on a besoin, les centrales nucléaires produisent moins. Elles font ce que l'on appelle de la modulation. Alors ce n'est pas idéal d'un point de vue technique pour les réacteurs nucléaires. Et puis surtout, économiquement, ça rend les réacteurs nucléaires moins rentables puisqu'ils ne sont pas utilisés au maximum. Et puis enfin, il y a des périodes de surproduction lorsque les énergies renouvelables produisent beaucoup. Et ça, c'est pas bon pour les producteurs d'énergie parce que les prix de l'électricité deviennent négatifs. Et c'est un problème simple d'offre et de demande. Si vous avez trop d'électricité disponible, les prix baissent et ils deviennent négatifs parce qu'en fait, il y a trop d'électricité disponible sur le marché. Et donc, à ce moment-là, les producteurs doivent payer pour écouler leur propre production. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter cette surproduction ? Alors oui, on peut investir dans la recherche, trouver des technologies capables de stocker l'électricité produite par les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques. Cela permettrait de lisser l'offre. Mais bon, ça coûte cher. Et en France, on est en retard dans ce domaine par rapport à d'autres endroits du monde, comme la Californie. Et surtout, il faut une politique commune de planification, de coordination entre renouvelables et nucléaire. Quelle part pour le nucléaire ? Quelle part pour le solaire, l'éolien ? Il va falloir trancher. Et est-ce qu'on a des éléments de réponse à cette question sur la répartition ? Pas vraiment, parce qu'il y a aussi un gros doute sur les besoins de la France en énergie. On entend beaucoup dire qu'avec l'intelligence artificielle, la demande énergétique va exploser. Et on a bien vu les annonces récentes faites par Emmanuel Macron au sommet de l'IA sur l'implantation de data centers. Donc tout ça pourrait justifier de nouveaux EPR. Mais pour le moment, si on regarde les courbes de la demande énergétique en France, eh bien, elle est plate. Pourquoi ? Parce que l'industrie ne se porte pas bien et puis il y a aussi des efforts de sobriété qui ont été faits depuis les risques de blackout en 2022. Et donc si on regarde ces courbes qui sont plates, on se dit aujourd'hui ça ne sert à rien ou pas à grand-chose de construire des nouveaux EPR. Une relance nucléaire qui est donc en marche mais qui garde un bon nombre d'incertitudes sur son financement et sa mise en œuvre.
Merci beaucoup Sébastien pour tes explications. Merci. Demain, pour le dernier épisode de notre série, on parlera d'une innovation nucléaire qui pourrait un jour tout changer. Pour ne pas rater ce podcast, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Castbox ou Apple Podcast. Et tous nos épisodes sont également disponibles sur YouTube. Les Défis atomiques est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.